On écoute le moustique. Putain, bouge pas. Si, vous vous souvenez, c'est le pote en putréfaction. Référence à Camille. Parce que ça fait Enfin, en fait, ça fait croc-croc, ça fait un truc un peu chelou. Ça fait croc-croc. Fait croc-croc. Hello and welcome to Primetime Beach. Aujourd'hui, on part sur une toute nouvelle thématique proposée par Manon Franken et Octanexit, les romances fleurs bleues ou les meilleures romances. Merci pour cette proposition de thème, car le genre que j'aime tout particulièrement après l'horreur, c'est la rom-com. Alors de la romance avec de l'horreur, je dis oui. Lorsque j'ai vu ce thème, j'ai tout de suite pensé au Retour des Morts Vivants 3, que j'avais déjà traité dans le calendrier sur les zombies. Un long métrage saut 90 où une jeune femme lutte contre ses instincts de zombie pour vivre avec son âme sœur. Les autres exemples qui me sont instantanément venus en tête incluent bien une romance, mais malheureusement, ils sont bien trop toxiques, qu'il s'agisse de La Mouche ou encore de Dès la Morte, Dès la Mort. J'ai donc choisi de vous parler de deux films bien moins horrifiques, l'un tendant vers le drame et l'autre vers le spooky propre à Halloween. Vous me connaissez un peu maintenant et vous savez que j'aime dénicher des films inconnus, des petites pépites qui s'accrochent à vous et vous laissent un souvenir indélébile. Et le long métrage qui inaugure cette sélection est de cela. En 2020, lorsque j'ai découvert pour la première fois Truly Madly Deeply, j'ai d'abord versé toutes les larmes de mon corps, puis je me suis dit pourquoi ce film incroyable n'est pas plus reconnu. Truly Madly Deeply est le second film d'Anthony Minghella, qui se fera connaître par la suite pour son long métrage Le Patient anglais. Ici, il s'agit d'un film de fantôme qui est avant tout un drame traitant du deuil et des différentes étapes qui l'accompagnent. À travers le couple de Nina et Jamie, il évoque avec justesse la difficulté de rester connecté au monde des vivants quand une partie de notre être a disparu sans crier gare. Ici, Nina doit faire face à la perte de son mari Jamie, un talentueux violoncelliste. Et bien qu'elle soit très entourée, par des hommes qui sont tous plus ou moins intéressés par elle, elle n'arrive pas à faire le deuil de son mari et se laisse dépérir dans son appartement envahi par les rats. D'ailleurs, même lorsque Nina retourne vers les vivants, elle est toujours en marge de la société. Elle ne trouve pas sa place. Elle tombera alors peu à peu dans la dépression quand soudain son mari réapparaîtra sans explication et ce sous la forme d'un fantôme. Tout comme Eternal Daughter le traitera des années plus tard, Truly Madly Deeply utilise le registre du fantastique pour traiter de blessures bien réelles. Ainsi, le long métrage d'Anthony Minghella s'articulera en fonction de Nina et des différentes étapes auxquelles elle devra faire face. Tout d'abord, dans l'euphorie de ce petit miracle, elle chantera l'amour avec Jamie. Refusera de sortir et décidera de se couper du monde pour vivre avec lui. Sous l'impulsion de Jamie, elle sortira à nouveau et c'est d'ailleurs lors de ce retour au monde des vivants qu'elle commencera son processus de renaissance. Bientôt, Jamie deviendra une gêne pour Nina et l'amour sera vite remplacé par une certaine aigreur, tandis que Jamie embarquera une troupe de fantômes dans leur demeure. Et pour cause, Nina et Jamie évoluent dans deux mondes bien différents. Et bien qu'ils tentent de cohabiter, la mort les sépare. Ils se raccrochent au souvenir de leur amour qui lui persiste bien au-delà de la mort. Mais ils seront obligés de se rendre à l'évidence. Si leur amour n'a pas de limite, ils ne feraient que le corrompre en continuant cette idylle. Une fois le processus de guérison lancé, Nina renaîtra peu à peu. Elle rencontrera un jeune homme fantasque, Mark, un psychologue d'une gentillesse incroyable, lui aussi en marge de la société. Si on n'est pas de la bonne race ou dans les normes, on est foutu. Pour la religion ou l'idéologie ou la classe sociale, c'est pareil alors. Ah, vous voulez que je vous parle de moi? Ici, Mark sera à la fois plein d'innocence et de magie et permettra à Nina de retrouver le goût des choses. Mais c'est réellement la naissance d'une nouvelle vie dans son entourage qui permettra à Nina de choisir la vie. Et bientôt, Jamie et Nina ne vivront plus que dans le souvenir de leur amour. Jusqu'à ce que Jamie et son fantôme décident de laisser Nina vivre sa vie dans un final étonnamment optimiste au vu du déchirement qu'est ce long métrage.
Tout comme Les ailes de la renommée, Truly Madly Deeply ne met jamais vraiment en scène le fantastique. Mais il n'en a pas besoin. De même que le doute est vraiment permis sur la réelle présence de Jamie. Mais encore une fois, peu importe, seule la chialade compte. Truly Madly Deeply est l'un des plus beaux films sur le deuil qu'il m'ait été donné de voir. Je rêve de le voir enfin sortir dans une belle édition Blu-ray en France. Et il le mérite amplement. Enfin, je ne peux bien sûr pas retenir mes larmes devant Alan Rickman en fantôme, en dehors du temps. C'est définitivement son plus beau rôle. The weatherman says fine today. There's not a cloud to come my way, but it's raining, raining in my heart. Bon, j'ai un peu triché pour ce film car je l'ai déjà traité dans le calendrier de la première année, mais il s'agit de mon histoire d'amour favorite et il rentre totalement dans le thème d'Halloween. Ce film n'est autre que Les Ensorceleuses ou Practical Magic, sorti en 98 et adapté d'après le roman de Alice Hoffman, sorti en 95. Alice Hoffman a par la suite écrit d'autres romans compris dans l'univers des sœurs Owen, dont The Book of Magic, Magic Lessons ou encore The Rule of Magic. Ici, c'est Griffin Dunne qui réalise le long métrage. Il a par ailleurs interprété Jack Goodman dans Le Loup-garou de Londres. Si, vous vous souvenez, c'est le pote en putréfaction de David. Ce long métrage présente lui aussi une histoire d'amour mémorable. Les Ensorceleuses suit les deux sœurs Owen qui ont été recueillies chez leurs deux tantes à la mort de leurs parents. Leur père est décédé par la faute de la malédiction que leur ancêtre a jetée sur leur famille, tandis que leur mère est morte de chagrin. Les filles Owen ne peuvent pas tomber amoureuses car au premier son du scarabée, leur amour est voué à mourir. Ainsi, tous les hommes qui ont le malheur de tomber en amour pour elles ne font pas long feu. Dans un moment de désespoir, elle se jeta un sort sur elle-même pour ne plus jamais connaître l'agonie de l'amour. Mais au fur et à mesure que son amertume grandissait, le sort se changeait en malédiction. Une malédiction sur tout homme qui osait aimer une femme Owen. Les tantes Owen vivent quant à elles dans un monde qui leur est propre. Elles ne sont pas vraiment acceptées et elles décident de vivre en dehors d'une norme bien trop puritaine. Tout comme les tantines de Sabrina, elles sont totalement décalées. Avec elles, la vie est une fête bien qu'elles aussi elles aient dû vivre de nombreux drames. Des petits déjeuners en plein milieu de la journée, au charme comme activité manuelle et enfin à la fameuse margarita de minuit, tout y passe. Poil de chauve-souris et langue de chiot. Langue fauchée de vipère et dard d'orvin. Jus de citron vert pressé des Antilles. Du sel rugueux comme une barbe de barbon. Mélangez le tout et laissez bouillonner le chaudron. Comme c'est convivial. Cette scène est ma favorite du film et je ne peux plus écouter Coconut de Harry Nilsson sans entendre Margarita de minuit. Margarita de minuit. Gilly et Sally évoluent dans un cocon conçu par leur tantine et elles sont diamétralement opposées. Gillian est la plus fougueuse des deux sœurs. Elle est plus vive, elle vit pour la passion, elle aime ressentir intensément, elle ne fait qu'un avec la magie et veut voir le monde. Elle est ici campée par Nicole Kidman. Sa sœur Sally, ici interprétée par Sandra Bullock, refuse quant à elle de tomber amoureuse, afin de ne pas connaître le chagrin de ses ancêtres, et elle renie totalement la magie. Elle n'a qu'un rêve, vivre une vie normale. Malheureusement pour Sally, la malédiction la rattrapera alors qu'elle sera en train de filer le parfait amour et vivre un bonheur ultime avec sa famille. Où es-tu? Ne me fais pas ça. Complètement brisée, elle retournera chez ses tantes, se refusant encore plus à la magie et cachant sa vraie nature. J'aime avant tout Les Ensorceleuses pour son message d'acceptation. Les sœurs Owen ne veulent qu'une chose, être acceptées et pouvoir vivre au grand jour. Elles vivent dans un village puritain où les mœurs n'ont pas vraiment évolué. Le long métrage de Griffin Dunne revient sur la peur de l'autre et la peur de l'inconnu, tout en rappelant qu'il est important d'être aimé quelle qu'en soit la forme. Les Ensorceleuses réveillent toute la niaiserie en moi lorsque la Sally de 10 ans lance un sort afin de ne jamais tomber amoureuse. Explora mon air préféré. Il montra un poney à reculons. Qu'est-ce que tu fais? J'invoque un sort amoureux qui s'appelle Amos Veritas. Il saura faire sauter les crêpes en l'air. Il sera merveilleusement gentil. Car son âme sœur n'existe pas. Elle demande alors des critères improbables. Il devra savoir monter à cheval à reculons, faire sauter les crêpes, avoir l'étoile comme symbole, bref, un vrai mix improbable. Le long métrage emprunte d'ailleurs beaucoup à la mise en scène des comédies romantiques des années 90 et notamment la scène de retrouvailles entre Sally et son mari. Les
Les Ensorceleuses est un film plein de tendresse et de douceur. C'est un film qui met du baume au cœur. Griffin Dune nous offre un crossover entre la comédie romantique et l'épouvante qui fonctionne étonnamment bien. L'épouvante du long métrage apparaît par le biais de Gilly. Alors que Sally tentera de soigner son chagrin, elle devra faire face à un autre drame lorsque Gillian l'appellera à l'aide. Gillian est enfermée dans une relation toxique avec Jimmy Angela. Un homme intense et violent qui s'avérera même être un tueur. Un soir, alors que Gillian le quitte, il part encore dans un excès de violence et essaye de la tuer. Les deux sœurs l'assassineront par mégarde, mais rien n'est figé lorsqu'on est une sorcière. Et elles n'hésiteront pas à user de la magie noire pour le ramener. Cependant, la magie a un prix, et elles seront bientôt poursuivies par le mauvais esprit de Jimmy. Mais il sera encore plus mauvais et pourri que de son vivant. Et c'est là que l'âme sœur de Sally fait sa grande apparition. Gary se présente comme le policier en charge de l'enquête sur la disparition de Jimmy. Sally et lui sont instantanément attirés, elle ne peut pas lui mentir. Et elle ressent même une certaine quiétude en sa présence sans vraiment pouvoir l'expliquer. Il en est de même pour Gary qui est avant tout venu voir les sœurs Owen car il a lu la lettre de Sally par mégarde. Et il est tout de suite tombé en amour pour elle. Ils sont destinés l'un à l'autre et rien de ce qui se tramera des revenants en passant par la magie noire ne pourra stopper leur amour. Car Gary s'est monté à cheval à reculons, il lance les crêpes comme personne et il a les yeux verrons. Ces deux âmes sont ainsi destinées. Oui, c'est niais mais j'adore. Il s'agit d'une des histoires d'amour qui m'a le plus marqué lorsque j'étais enfant. Les envoûtements n'ont de pouvoir que pour ceux qui y croient. Et je n'y crois pas. Vous savez quoi? Moi aussi, je vous ai souhaité. Ainsi, Sally et Gillian devront faire face à de nombreuses épreuves, mais elles en sortiront victorieuses grâce au pouvoir de l'amour. Oui, c'est niais, oh ça va. Finalement, les deux sœurs trouveront un équilibre et accepteront définitivement leur nature. Sally aura la vie normale dont elle avait toujours rêvé tout en vivant sa vie de sorcière au grand jour. Gillian, quant à elle, ne courra plus sans cesse mais acceptera de vivre une vie plus douce tandis qu'elle pansera ses blessures. Les sœurs Owen descendent d'une génération de femmes fortes incroyables, qui ont su s'épauler. Cet héritage matriarche des Owens a su se perpétrer à travers le temps tout comme leur amour. Cependant, sous couvert d'un film rose bonbon, les Ensorceleuses illustrent tout de même des thèmes sombres, tels que l'emprise d'un homme violent et toxique sur Gilly. Une emprise qui se matérialisera même après la mort de Jimmy alors qu'il prend possession de son corps. Et malgré des thèmes pas toujours faciles, c'est un long métrage incroyablement feel good, accompagné d'une BO particulièrement spooky avec notamment 2 morceaux de Stevie Nicks. Et ce, bien avant qu'elle soit apparentée à l'univers witchy grâce à la série American Horror Story. Do you always trust your first initial feeling? Les Ensorceleuses est avant tout un conte sur l'acceptation et l'amour. Et tomber amoureux dès qu'on le peut. Le film n'est malheureusement pas sorti en Blu-ray en France, mais le premier tome de la saga des Practical Magic est toujours disponible. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est au tour de Aurel Swag de nous proposer sa carte blanche. Le cinéma d'horreur, un univers où règne la terreur, le surnaturel et l'effroi, est bien souvent associé à des images de monstres, de meurtres sanglants et de scènes cauchemardesques. Cependant, il est important de rappeler que ce genre cinématographique riche et varié ne se limite pas à ces éléments. Il peut également être le terreau fertile de l'amour et de la passion, explorant des relations complexes et captivantes au cœur même de l'horreur. Lorsque Mylène m'a proposé cette carte blanche, plusieurs questions se sont posées. Comment faire court avec un sujet aussi dense? La romance est souvent au centre de beaucoup d'œuvres, qu'elles soient drôles, tragiques, dramatiques, comiques, ou dans notre cas, horrifiques. Comment ne pas penser à Frankenstein avec sa fiancée, ou Chucky également. J'en ai relevé pas mal que j'aimerais vous partager. J'espère vous donner envie de regarder un de ces films avec un bol de popcorn le soir d'Halloween ou durant ce calendrier. Donc, merci à Mylène. On commence avec une romance très ancienne sur un film que je n'aime pas. C'est le Dracula de Coppola, sorti en 1992 et tiré de la nouvelle de Bram Stoker. Comment ne pas évoquer romance et horreur sans évoquer ce film? La romance est l'intrigue principale du film. C'est un personnage à part entière avec ses propres enjeux et caractères. Le comte Vlad est un jeune veuf, il a perdu sa femme il y a quelques siècles. C'est un jour par hasard qu'il se rend compte que Winona Ryder, aka Mina, est le portrait craché de sa femme disparue. Il va tout faire pour la retrouver et la ramener. C'est un film gore, gothique, sensuel. C'est la définition pour moi de la romance dans l'horreur. Les costumes, la musique, la mise en scène contribuent au caractère tragique de cette œuvre. Il va tout faire pour ramener sa femme, et tout ça par amour. Oui, comme Imhotep dans La Momie, c'est le même parcours, oui.
Ce film m'a terrifié et je pense ne pas être le seul. La romance est le pivot principal de l'intrigue. Un des pivots principaux en tout cas. Chris et Rose sont un couple d'Américains plus que lambda. Chris doit rencontrer ses beaux-parents et Rose est très fière de leur présenter son nouveau petit copain. Je mets des guillemets entre nouveau et fier parce que c'est ça qui va causer toute la tension de l'intrigue. Je ne vais pas vous spoiler un retournement, mais vous verrez que les alliés ne sont pas toujours ceux ou celles que l'on pense. La romance paraît banale, mais va être de plus en plus accentuée au fil de l'histoire. Chris se rend compte que ce lieu est inhospitalier, mais reste par amour pour Rose, et va finir par se retourner contre ses propres assaillants pour sauver son amour propre. Et surtout sa vie. La romance dans Get Out n'est pas une romance à la Dracula ou King Kong, mais une romance plus viscérale, plus réelle. La vraie vie quoi. Dans ce film, sorti en 1986 avec Jeff Goldblum et Gina Davis, on suit ce couple qui doit faire face à un petit problème. Seth Brundle, aka Jeff Goldblum, a fait une expérience qui a mal tourné et se transforme petit à petit en une créature horrible. La romance entre Seth et Veronica est marquée par l'intimité, la passion et le désir de découverte. Ils partagent des moments intenses pendant la phase initiale de leur relation, ce qui les rapproche davantage. Jeff Goldblum et Gina Davis étaient ensemble durant ce tournage, ce qui a accentué et aidé le réalisateur David Cronenberg à créer cette relation très intime. Cependant, leur amour est mis à l'épreuve lorsque Seth décide de tester la téléportation sur lui-même. Un accident tragique survint lors de ce test, fusionnant son ADN avec celui d'une mouche domestique. La romance dans la mouche est donc une composante émotionnelle majeure du film, car elle évoque la transformation physique et psychologique de Seth en une créature horrifique. La tragédie de la transformation et la perte de l'amour sont des éléments essentiels de l'histoire, et contribue à faire de ce film un classique du genre de l'horreur, que je vous conseille sans hésiter. Que dire? La romance entre Sidney et Billy? La romance entre Gail et Dewey? À vous de me dire. Pensiez-vous que c'était possible de raisonner et de sortir avec un zombie? Dans Warm Body, on suit R, qui est un zombie des plus classiques, qui va tomber sur Julie, une survivante, et, chose rare dans ce type de film, va tomber amoureux de cette personne. L'amour entre R et Julie est basé sur la communication non verbale, les regards et les gestes. R commence à se sentir plus humain en présence de Julie, et cette transformation est physique, émotionnelle et mentale. La romance entre les deux personnages évoque la possibilité de rédemption, de la réparation et de la guérison, même dans un monde post-apocalyptique. Le film explore également la notion que l'amour peut être une force puissante qui peut guider les individus vers la transformation personnelle et la réconciliation. L'idée que l'amour peut transcender les barrières de la mort et de la non-mort est un thème central du film. C'est un film que je vous conseille fortement, que vous pouvez retrouver très facilement, que ce soit en support physique ou sur les plateformes, donc foncez voir ce film. Ce n'est pas une romance conventionnelle, mais leur relation est si complexe et multidimensionnelle que ça en devient très bizarre. Non. Remontons un peu le temps et direction les années 30, avec une romance qui a bouleversé et bouleverse encore aujourd'hui. Kong est la figure tragique et du romantisme dans le cinéma d'horreur. Comme dans Dracula, la romance est un personnage à part entière. Kong tombe amoureux de Anne Darrow lors d'un sacrifice lui étant dédié, sauf qu'au lieu de la tuer, il va se lier à un lien étrange entre eux, et il va tout faire pour la protéger. Spoiler, ça ne va pas marcher. Ce qui est frappant encore aujourd'hui, c'est l'humanité qui passe à travers les yeux de Kong, même si c'est un animal dans le film ou juste une petite marionnette pour les spectateurs aguerris. Je pourrais bien sûr en citer plus. Apparence de Robert Zemeckis, Possession avec Adjani, Le fantôme de l'opéra, L'étrange créature du lac noir ou Crimson Peaks de Guillermo del Toro. Mais ce ne serait plus une carte blanche, mais une conférence. Je remercie encore Mylène pour l'invitation et je vous souhaite un très bon mois d'octobre et un très bel Halloween. A bientôt. Merci beaucoup Aurel pour cette carte blanche, je vous mets le lien vers sa chaîne en description. Enfin, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas que j'ai une page Tipeee. N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023 et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Faites de mauvais rêves.